Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Merci d'être avec nous après un week-end qui a été long, compliqué. Vous n'avez pas dû beaucoup dormir. Vous étiez à Nancy pour le congrès. On va y revenir parce qu'il s'est passé plein de choses. Mais d'abord, évidemment, l'actualité internationale. La nuit a été marquée une nouvelle fois par des frappes entre Israël et l'Iran. Quel est votre point de vue là-dessus? Jusqu'où peut aller l'escalade et surtout comment y mettre un terme? Bon, le problème, c'est qu'on a affaire à deux hommes, Khamenei pour l'Iran et Netanyahou pour Israël, qui sont l'un et l'autre dans une situation difficile, contestés par leur propre opinion publique et chacun ayant intérêt en réalité à la guerre. Le but, c'est la guerre elle-même. Netanyahou sait qu'il est devenu impopulaire, à la Ça fois n'est en pas Israël. une guerre existentielle, comme le dit Benjamin Netanyahou pour Israël? Mais Ça existentielle, n'est que pourquoi? politique. C'est d'abord une guerre politique, effectivement, parce que en réalité, il y a un acquis historique en termes de savoir-faire sur le nucléaire iranien. Et donc, ça n'est pas simplement en détruisant aujourd'hui des infrastructures qu'on arrêtera définitivement la capacité de l'Iran à se doter de l'arme nucléaire. La réalité, c'est que c'est par la négociation, par la diplomatie qu'on peut arriver éventuellement à quelque chose. Mais si ça marche Et pas, c'est ce que dit Israël. Ils disent les Iraniens nous roulent dans la farine depuis longtemps. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran n'a pas encore l'arme nucléaire. Mais ils étaient On sur le pense point de que l'avoir. C'est ce que disent les Israéliens c'est ce que et les disent les Américains. Israéliens. C'est pas ce que dit la CIA. La CIA dit qu'il y avait de nombreuses années encore avant d'arriver à aboutir à, en réalité, enrichir l'uranium suffisamment pour pouvoir arriver à produire la bombe nucléaire. Et donc, on est dans une situation où on a là une guerre qui a une vocation, en fait, à retourner l'opinion publique, faire en sorte que, se choisissant un ennemi, un adversaire, qui est un adversaire que tout le monde peut détester, eh bien, retrouver une forme de popularité à la fois en Israël et dans le monde. C'est-à-dire que vous nous dites que c'est un contre-feu à ce qui se passe à Gaza, pour dire les choses clairement. Mais pour dire les choses clairement, je crains effectivement que ça ne s'est pas passé à n'importe quel moment. Netanyahou ouvre le feu à la veille d'une négociation qui devait intervenir entre Iraniens et Américains. Et vous la condamnez, cette intervention, ou pas? Parce que la France ne l'a pas fait. Moi, je la condamne parce qu'on est là dans une forme d'embrasement de la région et je crois qu'il est utile de désescalader rapidement, éviter un embrasement complet de la région et se retrouver dans une situation impossible. Aujourd'hui, on a la guerre avec l'Iran, avec le Liban, avec la Syrie, à Gaza. La colonisation qui se poursuit en Cisjordanie, ça n'est pas tout à fait responsable. On voit bien que après le 7 octobre, il y a eu une forme d'emballement qui conduit aujourd'hui à un génocide à Gaza et partout ailleurs à ce que le feu l'emporte sur le reste, avec une région qui peut être durablement touchée. Moi, ce que je cherche, c'est une paix durable. Et on ne construit pas la paix en semant partout le désordre. Alors, en attendant, même si évidemment c'est une toute autre échelle, vous essayez de construire la paix au sein du Parti socialiste et ça n'est pas simple. Vous avez passé le week-end sur le dossier, hostilité politique. Alors, l'un des moments évidemment marquants de ce congrès, c'est lorsque Jérôme Guedj était à la tribune. Vous étiez présent dans la salle à ce moment-là? J'étais dans un bureau en réunion, mais j'avais l'écran de télévision allumé. Et Jérôme Guedj, qui traite à ce moment-là, il ne l'avait pas prévu, a-t-il dit après, mais ça lui est venu comme ça, il le traite de salopard antisémite. Évidemment, les termes sont forts. Vous avez ressenti quoi quand vous avez entendu ça? Que les histoires d'amour, parfois, se finissent mal. Ils se sont tellement aimés, ces deux-là. Mélenchon, Guedj, c'était le père et le fils, et ils ont tout fait ensemble. Et donc, oui, mais malheureusement... ça vous a choqué? Vous vous avez dit, il va trop loin, il dépasse les bornes? Mais ce que je vois, c'est qu'en réalité, à la fois Jérôme Guedj et Jean-Luc Mélenchon trouvent un intérêt commun à se taper l'un sur l'autre à un moment où nous aurions besoin, au contraire, de mobiliser la gauche face à la vraie menace, au vrai danger qui est aujourd'hui l'extrême droite. Quel est l'intérêt de Jérôme Guedj? Quel est l'intérêt de Jérôme Guedj? Je ne sais pas, je ne veux pas commenter les uns et les autres. Vous dites qu'il trouve un intérêt, c'est quand même... Mais ce que je vois, c'est qu'en se tapant l'un sur l'autre, autrefois, il y avait, quand on n'était pas d'accord, on prenait rendez-vous à l'aube le matin et on organisait un duel. Et que ces deux-là, s'ils veulent se parler, ils se parlent dans un coin, mais ils ne viennent pas polluer l'ensemble du débat politique où nous avons besoin de retrouver une gauche forte face à une extrême droite qui est ultra dominante. Comment peut-on aujourd'hui à ce point avoir un débat qui oppose la gauche à la gauche en permanence alors que vous avez l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, non seulement en France, mais aussi en Europe et même dans le monde. Et donc, si ces gens-là avaient 2 secondes un intérêt pour le pays, pour ce qui se passe et aujourd'hui la menace qui est aujourd'hui réelle partout dans le monde, eh bien, il cesserait en fait ces jeux qui sont des jeux politiques qui ne mènent nulle part. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Bompard, coordinateur de LFI, vous ont interpellé ce week-end sur ce sujet et ils ont dit on demande à Olivier Faure des excuses au nom du Parti socialiste.
Que répondez-vous à cette demande d'excuses? Mais je viens de vous dire que je ne veux pas entrer dans toutes ces polémiques. Et la réalité, c'est que la France insoumise ferait bien de balayer devant sa propre porte, elle aussi, parce que les injures, les colibés permanents, etc., même contre Jérôme Gage, contre Emma Rafovic, contre beaucoup d'autres, contre ma personne aussi, franchement, tout ça n'est pas à la hauteur. Et donc, à un moment, il faut justement prendre un peu de hauteur et se poser la question de savoir ce que les Français ont envie de comprendre de la vie politique. Comment pouvons-nous demain être l'alternative à la fois à la droite et à l'extrême droite? Comment est-ce qu'on peut réhumaniser la vie politique? Comment est-ce qu'on peut réhumaniser la vie dans ce pays? Comment est-ce qu'on peut réconcilier les Français? Comment est-ce qu'on peut démarchandiser? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que demain, l'avenir ne ressemble pas malheureusement à ce qu'il est aujourd'hui? Donc pas d'excuses directes ce matin de votre part, on l'a bien compris. Vous nous avez parlé de duel à l'aube, vous avez vu ce qu'a dit Sébastien Delogu. Je me languis de le croiser à l'Assemblée, Jérôme Gage. 3 petits points sous-entendus, ça va être tendu. Est-ce que vous pensez que tout ça va mal se finir? Non, mais je ne sais pas. Je pense que tous ces gens-là devraient prendre une bonne douche froide et se calmer. Parce que, franchement, quel est l'intérêt de venir jouer maintenant des muscles, etc. Bon, la politique mérite mieux, non? Sans doute. Sans doute. Sans aucun doute. Regardez ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon sur l'ensemble de votre congrès. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que son ombre plane sur le congrès et qu'il a pollué toute l'ambiance. Vous le dites vous-même. Il dit votre congrès, il est raté. Olivier Faure, vous l'avez planté tout seul comme des grands. Consolation, vous avez déjà 2 candidatures, sous-entendu la vôtre et celle de Nicolas Mayer-Rossignol. Est-ce que c'est à cause de LFI que vous n'arrivez pas à réussir la synthèse avec Nicolas Mayer-Rossignol? Mais je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas obsédé par Jean-Luc Mélenchon et par la France insoumise. Mais est-ce qu'il ne faut pas clarifier les choses, je me lève justement? le matin, je me suis levé ce matin, je n'ai pas pensé à Jean-Luc Mélenchon, à ce qu'il tweet, à ce qu'il écrit, à ce qu'il dit, ça m'est complètement indifférent. Dans votre parti, ils y pensent, puisque ça a pollué tout le congrès. Visiblement, il y a des gens, non, ça n'a pas pollué tout le congrès, ça a pollué quelques interventions, et malheureusement, la presse est ainsi faite qu'elle aime le buzz et qu'elle aime ce qui permet de créer du conflit, du débat. C'est pas du buzz, mais la réalité, c'est déchiré ce matin. Regardez cette image. Vous voyez bien que le PS n'est pas si déchiré que ça. On a des gens qui, aujourd'hui, sont capables de se parler, qui sont capables d'avancer ensemble. Et pour l'essentiel, regardez ce qui s'est passé depuis 2 ans. On nous avait dit au Congrès de Marseille, c'est l'horreur, ils ne se parleront plus. Pendant 2 années, j'ai fait voter à l'unanimité toutes les grandes décisions qui ont structuré la vie interne et externe du Parti socialiste. Donc tout ça relève de l'écume. Alors, il y a une décision qu'il va falloir trancher, une décision importante qui est en train de monter, c'est la décision de la censure ou pas du gouvernement. Demain, c'est la fin du conclave. François Bayrou semble optimiste. Que vous pensez-vous des avancées qu'on entend sur la pénibilité, les pensions pour les femmes ou une éventuelle prime senior? Est-ce que si tout ça est voté et accepté par la CFDT, dont vous êtes proche historiquement au sein du PS, ça peut permettre de dire « Ok, on signe sur cette réforme-là, même si on ne change pas l'âge ». Écoutez, pour l'instant, ce que je vois, c'est que l'accord est loin d'être conclu. Et ce que je vois aussi, vous avez dit, des efforts sur la pénibilité. Mais je vois bien qu'il y a des efforts qui sont très modestes en réalité, puisqu'il ne s'agirait même pas de permettre à des gens qui ont eu des métiers très pénibles de partir plus tôt à la retraite. Donc on aurait là des éléments sur leur reconversion, sur la prévention, mais rien pour partir plus tôt. Mais quel est l'intérêt? Est-ce que dans les conditions actuelles, vous dites qu'il faut censurer? Mais on verra le moment venu. Mais moi, je ne serai pas, en fait, de ceux qui considèrent que le gouvernement peut s'affranchir de l'engagement qu'il a pris. Et l'engagement qu'il a pris, c'est de dire que le Parlement aurait le dernier mot. Et donc, le Parlement, il y a 1 semaine, il a voté quoi? Il a voté le retour à la retraite à 62 ans. Ça a été voté très largement. Et d'ailleurs, l'Assemblée a voté une résolution qui était déposée à l'époque par le groupe GDR. Et donc, ça a permis de dire quelle était la position de l'Assemblée. La position de l'Assemblée, elle est claire. Et même le bloc central, les macronistes, ne sont même pas venus eux-mêmes voter contre cette résolution. Ce qui montre bien que même dans leur rang, il y a aujourd'hui, en réalité, beaucoup de distance prise par rapport à la réforme Borne. Donc, à l'évidence, il faudra constater ce que sera l'issue de ce dialogue, mais dialogue pipé aussi par le Premier ministre lui-même, qui a déjà annoncé il y a plusieurs semaines, avant même que les partenaires sociaux aient pu se prononcer, qu'il était lui-même contre un retour à 62 ans. Et l'épilogue du conclave, ce sera donc demain. Olivier Faure qui ne s'excusera pas au nom du PS et qui appelle tout le monde à aller prendre une bonne douche froide ce matin dans les 4V. Merci.